Bonjour et bienvenue à Deuxième Porte à gauche, le balado des gens qui savent en tout temps où se trouvent les toilettes. Mon nom est Camille Lemay et dans l'épisode d'aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir le docteur Talat Bessisso, qui est un gastro-entérologue et qui travaille à l'Hôpital général de Montréal, donc au sein du CUSUM, du Centre universitaire de santé McGill. Et on parle aujourd'hui de recherche. C'est un sujet qui m'a été demandé par beaucoup d'auditeurs qui sont aussi patients en maladies inflammatoires de l'intestin. On se pose beaucoup de questions, on se fait poser beaucoup de questions sur l'origine de la maladie, ce qui fait qu'on va développer une maladie de Crohn ou une colite ulcéreuse. Est-ce qu'on la développe? Est-ce qu'on est avec cette maladie-là? Ce qui se passe du côté des traitements. Est-ce qu'il y a vraiment de la recherche qui se fait en ce moment? Sur quoi est-ce qu'on se concentre dans la recherche? Est-ce que c'est des recherches sur l'origine de la maladie ou sur les manières de le traiter? Les causes, les éléments qui font qu'il y en a plus aujourd'hui qu'il y en avait avant. Vraiment, on parle de tout ça et plus encore avec l'invité d'aujourd'hui. Je vous invite à écouter le tout. Puis s'il y a d'autres questions qui vous viennent en l'écoutant, n'hésitez pas à nous écrire sur Instagram ou encore sur les différentes plateformes de diffusion comme YouTube. Vous pouvez laisser un commentaire sur la vidéo s'il y a d'autres questions que vous voulez qu'on aborde dans un prochain épisode, que ce soit sur la recherche ou sur un autre sujet. Je vous laisse là-dessus. Bonne écoute! Docteur Talat Bessisso, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous, c'est un plaisir. Je suis vraiment contente parce que c'est une des questions quand j'ai sondé un peu les gens de la communauté à savoir de quoi ils voulaient qu'on parle dans la saison 2. Un des sujets qui est ressorti, c'était la recherche, voir un peu où est-ce qu'on en est. Un élément que j'aime dire, c'est qu'on sait très peu de choses, surtout pour les maladies inflammatoires de l'intestin. Personnellement, depuis que j'ai eu mon diagnostic il y a 13-14 ans aujourd'hui, là, j'ai l'impression que les pistes ne serait-ce que les hypothèses de où ça vient, comment est-ce qu'on traite ça, où est-ce qu'on en est, ça a tellement changé. Je pense qu'à l'époque, là, je me souviens qu'un des éléments qu'on m'avait dit, c'était probablement que c'est un gène que tu as dans toi qui a été déclenché par un épisode d'anxiété ou de dépression profond. On était vraiment dans ces pistes-là. Après ça, on parlait de génétique, on parlait après ça d'environnement. On était ensemble aujourd'hui pour démêler un peu où est-ce qu'on en est maintenant. Donc, pour parler de recherche, peut-être avant toute chose, expliquer, vous êtes gastro-entérologue à l'Hôpital général de Montréal qui fait partie du CUSUM, donc du Centre universitaire de santé McGill. C'est un hôpital universitaire qui a une clinique vraiment spécialisée en maladies inflammatoires de l'intestin. Pourquoi, ça vous intéressait d'être travailler dans un milieu universitaire? Oui, en fait, c'est ça. Non, premièrement, merci de l'invitation. C'était un plaisir d'être là aujourd'hui. Puis, je pense que, comme tu dis, en fait, oui, il y a eu des avancements, mais il y a encore beaucoup de questions. Ouais. Il y a eu beaucoup de questionnements encore par rapport à beaucoup d'aspects de la maladie. Si on serait tout, on ne serait pas où ce qu'on est aujourd'hui parce qu'il y a encore quand même un bon pourcentage de patients qui souffrent encore, qui ne répondent pas au traitement et tout. Alors, il y a encore beaucoup de choses, mais il y a eu des avancées, ça c'est certain. Pour revenir à votre question, oui, absolument, c'est ce qui me passionne. Je vais essayer de contribuer à l'avancement de la science, mieux comprendre la maladie, mieux comprendre comment la traiter. Et puis avoir des traitements qui sont plus efficaces avec le moins d'effets secondaires que ce qu'on a là. Alors, ça me passionne. Je continue à faire de l'enseignement et de la recherche. Puis, on pourra discuter un peu plus en détail là, de ce qu'on fait. Oui, bien c'est ça. Je pense qu'il y a une bonne manière peut-être d'aborder la situation. Ça a l'air gros quand on parle de recherche. Là, justement, je me demandais comment est-ce qu'on allait organiser un peu l'entrevue d'aujourd'hui. Puis quand vous êtes arrivé, vous m'avez parlé, peut-être qu'on pourrait le segmenter en trois portions différentes, en 3 volets. Là, si je me trompe pas, il y avait le volet de la cause, donc d'où ça vient, comment ça se fait qu'on développe ces maladies-là, les traitements actuels, je pense, puis les pistes pour le futur, un peu vers quoi on s'enligne. C'était ça? Oui, c'est à peu près ça, oui, exactement. Est-ce qu'on peut commencer par le début? La cause de ces maladies-là. Ça a évolué, il me semble, il y a eu différentes pistes à travers les années. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que ça se fait qu'un jour, on se réveille puis on commence à avoir des symptômes de maladies inflammatoires de l'intestin alors qu'avant, on n'en avait pas? Oui. C'est encore la question de l'heure, en fait. Il y a eu certaines avancées, mais il y a encore la question de l'heure. Je vous dirais, donc, la façon qu'il faut regarder ça, c'est que la personne qui va être atteinte de maladies inflammatoires de l'intestin, c'est une personne qui a probablement des facteurs génétiques qui font en sorte que cette personne-là est susceptible. Donc, on peut être à risque de développer ça. Ce qu'on essaie de comprendre, c'est de dire
qu'est-ce qui fait que cette personne-là qui est à risque déclenche? Et d'autres personnes qui sont à risque ne déclenchent jamais la maladie. Alors, c'est là, vraiment, c'est l'élément déclencheur qui manque. Je dirais, c'est sûr que on dit, oui, il y a des facteurs génétiques, mais les gènes ne changent pas sur quelques dizaines d'années. Ça prend des milliers d'années pour que des centaines et non des milliers d'années pour que nos gènes changent de façon significative. Mais quand on voit l'augmentation des maladies inflammatoires, surtout en fait même chez les enfants, il y a une augmentation significative chez les enfants. On se dit qu'il y a probablement, oui, un facteur génétique, mais il y a un facteur environnemental. Quand je parle d'environnement, je pense qu'il faut juste essayer de démystifier. L'environnement, c'est pas vraiment ce qu'on entend à la télé, c'est pas le climat, c'est l'environnement dans lequel on vit. C'est notre habitat, c'est notre environnement immédiat dans la famille, c'est-à-dire c'est des facteurs de stress, par exemple. Oui, c'est probablement quelque chose qui joue un rôle, mais c'est aussi l'alimentation. C'est ce qu'on mange. La façon qu'on mange aujourd'hui a changé beaucoup comparativement à il y a 20 ou 30 ans. On ne mange plus pareil. Sûrement, si on se rappelle des personnes un peu plus âgées, ils vont nous dire, mais on mangeait dans ce qu'il y avait dans la saison. Ouais. Maintenant, on mange tout. Et parce que tout est importé, ça vient de loin. Et puis, on fait tout pour ajouter des aliments ou d'autres choses pour garder que ça vit plus longtemps, que ça reste plus longtemps, pour que ça soit transporté, amené ici, puis que ça soit encore mangeable quand ça va arriver ici. Alors, et puis, même, ne serait-ce que même aussi, si on regarde notre alimentation par rapport à la diversité des cuisines. C'était pas quelque chose qu'on avait il y a 20 ou 30 ans, peut-être. Il y a beaucoup de choses qui ont été introduites, qui sont devenues internationalisées. Tout le monde les mange partout où on va. Je donne toujours un exemple, je dis, c'est un exemple comme ça, mais on dit, si on allait il y a 30 ans en Grèce, mais on mangeait grec, on mangeait ce qu'ils mangeaient là-bas. Maintenant, on peut aller là-bas, on va manger des sushis, on va manger des pizzas, on va manger tout ce qui est disponible ici ou ailleurs, mais se mange un peu partout. Donc je vous dirais, le facteur qui a vraiment beaucoup changé, c'est dans la façon qu'on mange. Puis comme on avait glissé un mot un peu plus tôt, mais il y a aussi le fait que il y a une omniprésence de plastique partout dans où on est. Et on ne sait pas, ce plastique-là, il y a des microparticules de plastique qui se retrouvent partout. Il y a des études qui ont montré que même dans les bouteilles d'eau, donc il y a des microplastiques qui se retrouvent là. Donc on boit ces microplastiques-là. Si on va au supermarché, tout est enrobé en plastique, que ce soit une barre de chocolat ou un sac de chips ou autre. Donc, alors, il y a une omniprésence de ça. Est-ce que ça, quand ça se présente dans les intestins, est-ce que ça cause quoi comme réaction immunitaire? Est-ce que ça pourrait être un élément déclencheur? Possiblement. Et si on regarde du point de vue recherche, une des choses qui est fascinante, c'est que un patient qui a une maladie inflammatoire qui est quand même très active, qui ne répond, disons pas au traitement, si on fait une stomie de dérivation, c'est-à-dire le sel ne passe plus dans ce segment-là, mais le côlon se calme, l'inflammation se calme. Alors, il y a quelque chose à l'intérieur des selles qu'on ingère qui est en train de perpétuer cette inflammation-là, qui fait en sorte que notre système immunitaire il dit non, ça n'appartient pas ici, on va s'y attaquer. Alors, il y a tout cet aspect-là quand même, je pense, qui joue un rôle important. La question qui devient très difficile du point de vue recherche, c'est la nourriture est tellement diversifiée, les produits qu'on ajoute à la nourriture sont tellement diversifiés. Comment identifier cette cause-là? Est-ce que c'est une classe? Est-ce que c'est une famille de produits? Ou est-ce que c'est un produit spécifique? Et c'est là qu'il y a beaucoup de recherches, mais on n'a pas de réponse encore à savoir c'est quoi. Non, c'est ça. Puis ici versus en Europe ou dans d'autres, même, je dis Europe, mais dans des pays ailleurs qu'en Europe, dans le monde aussi, je pense que la réglementation, parfois sur les additifs alimentaires, les colorants, c'est très différent. On a tendance, je crois, à être beaucoup plus lousse au Canada, au Québec, même sur ce qui est permis comme ajout alimentaire. Là. Non, définitivement, c'est beaucoup plus libéral. Il n'y a pas beaucoup de restrictions. Il y a des aliments, il y a des additifs alimentaires là, qui sont interdits en Europe ou ailleurs. Et puis, d'ailleurs, c'est pour ça qu'une chose qui est extrêmement intéressante, si on regarde du point de vue épidémiologie, c'est-à-dire
c'est quoi la distribution des gens? Est-ce que c'est une maladie? Au début, il y a à peu près une vingtaine d'années, trentaine d'années, on dit ces maladies-là, c'est les maladies du monde occidental. Oui. Hein? C'est de l'Europe, de l'Ouest, l'Amérique du Nord, l'Australie. Ça se tient à peu près à ça. Ce n'est plus le cas. Ah, ça s'est vraiment répandu, démocratisé, ou peu importe comment on veut le dire, là, partout à travers le monde ou dans des zones spécifiques? Ah, il y a comme des zones. Si on regarde la carte du monde, il y a des zones. On dit qu'il y a des pays où c'est déjà établi, comme l'Europe de l'Ouest, l'Amérique du Nord, ça c'est établi. On voit des taux quand même, des taux les plus élevés au monde. Oui. Là, on regarde vers l'Est, donc Moyen-Orient, l'Asie, ils sont en émergence. Il y a une augmentation exponentielle de cas de maladies inflammatoires de l'intestin. Et puis, si on regarde l'Afrique, mais c'est probablement les prochains où ce que les maladies vont commencer à se développer, parce que tout ça, probablement, il y a un changement de mode de vie. La vie change, il y a l'urbanisation, les gens mangent différemment, il y a le style de vie, le train de vie qui est beaucoup plus rapide, il faut qu'on mange vite, il faut qu'on prépare vite. Alors, il y a tout ça qui change. Alors, je vous dirais, on suit un peu ce qui se passe. Il y a une épidémie mondiale, ça c'est certain. Donc, on a parlé beaucoup d'épidémies avec la COVID et tout ça, mais là, il y a une épidémie mondiale certainement de maladies inflammatoires parce qu'il y a une augmentation de cas un peu partout dans le monde. Et c'est sûr que les gens y portent un peu moins d'attention parce que ça ne tue pas. C'est pas une maladie qui va nous tuer de façon imminente, mais c'est une maladie chronique qui va rester la durée de vie de la personne. La durée de vie ne change pas d'ailleurs, donc est équivalente à la durée de vie de quelqu'un qui n'est pas atteint de cette maladie-là, mais qui va engendrer des conséquences énormes sur la santé des gens, sur la qualité de vie, sur la santé mentale, sur la productivité, sur le travail, économiquement. Donc, il y a beaucoup d'autres facteurs. Et on n'oublie pas les coûts de médicaments, coûts d'hospitalisation et de chirurgie et tout le travail. Alors, on regarde ça de façon beaucoup plus proche maintenant parce qu'on voit vraiment définitivement qu'il y a une augmentation significative dans le monde. Ça demeure que la majorité des gens vont être diagnostiqués dans un bas âge. Et c'est ça qui dans cette maladie-là, qui est un peu particulier parce que les gens sont atteints au summum du moment où la vie se développe. Ouais. On veut développer notre vie familiale, professionnelle et tout. Et puis là, boum, on se fait frapper par une maladie qui peut nous affecter de façon significative. C'est ça parce que moi, quand j'ai été diagnostiquée, j'étais le poster child dans le sens où j'avais tous les symptômes puis j'avais l'âge idéal. Donc, selon les statistiques, j'avais 20 ans. Puis j'avais vraiment tous les symptômes du livre possible. Encore aujourd'hui, on sait que les enfants sont de plus en plus diagnostiqués, mais en général, dans la population adulte, c'est vraiment dans le début de l'âge adulte que les gens sont plus diagnostiqués. C'est assez rare, donc, d'avoir un diagnostic dans la cinquantaine, soixantaine, comme on peut en avoir pour d'autres maladies chroniques, par exemple. En fait, c'est pas rare, mais c'est moins commun. Okay. Alors, ce qu'on voit dans l'épidémiologie de la maladie comme telle, c'est que le plus grand pic, si on veut, ou l'augmentation d'incidence de maladie, c'est de 20 à 40 ans. Mais on a une autre petite augmentation, une augmentation d'incidence, de développement de la maladie entre 50 et 60 ans. Et ce qu'on voit, en fait, deux phénomènes qui sont extrêmement intéressants pour nous comme cliniciens maintenant. Le premier phénomène, c'est que les gens vivent plus longtemps. Alors, les gens qui sont diagnostiqués à 20, 30 ou 40 ans, ben, on va les continuer à les garder jusqu'à ce qu'ils ont 70, 80 ans et plus. Et encore avec la maladie. Alors, c'est des nouveaux challenges pour nous. C'est des défis qu'on n'avait pas il y a plusieurs années parce que là, les gens, ils vieillissent avec la maladie et on voit ça. Ça, c'est le premier. Et le deuxième, mais c'est les gens qui sont diagnostiqués plus tard. OK. Parce qu'on n'y pense pas au moment des symptômes. Voilà. C'est pas quelque chose de commun. Alors, on dit, mais là, on commence de plus en plus d'avoir des gens qui vont la maladie va se déclencher à 50, 60, 70, 80. Parce que la maladie va se déclencher. Et ces gens-là n'ont jamais entendu parler de ça de leur vie. Alors, c'est quand même particulier et ça amène deux défis importants par rapport au suivi de la maladie, au traitement, les risques à prendre avec les traitements et tout. Alors, c'est quand même quelque chose de un peu plus nouveau. Et puis, on en parle de plus en plus, même dans les conférences. On dit, c'est ce qu'on appelle le elderly IBD. C'est le patient âgé avec maladie inflammatoire. Alors, comment on va gérer ce patient-là maintenant? Donc, c'est une population qu'on appelle une population spéciale, un sous-groupe auquel on va s'attarder pour essayer de mieux comprendre
pourquoi la maladie se développe, mais aussi comment la traiter. Est-ce qu'elle est différente ou pas de quelqu'un qui la développe à 20 ans? Oui, c'est ça. Puis tantôt, vous avez parlé de... donc, on essaie de comprendre, c'est les gens qui étaient à risque, qu'est-ce qui faisait qu'on allait avoir une maladie qui allait se déclencher ou pas? Qu'est-ce qui fait qu'on est une population à risque, par exemple, d'avoir cette maladie-là? Est-ce qu'il y a des éléments est-ce que c'est le fait de fumer la cigarette, d'avoir une mauvaise hygiène de vie? Est-ce que c'est l'antécédent familial? Comment est-ce qu'on établit qu'une personne va être plus à risque ou pas d'avoir une maladie inflammatoire de l'intestin? Oui, donc il y a une composante, comme j'ai dit un peu plus tôt, une composante génétique qui vous met à risque d'emblée, mais après ça, il y a l'élément déclencheur. On a parlé beaucoup de diète, mais on commence à regarder beaucoup d'autres facteurs en bas âge, comme l'allaitement. OK. Hein? Donc, les gens, on a remarqué que les enfants qui ont été allaités ont moins de risques de développer une maladie inflammatoire. Est-ce qu'il y a des facteurs que la mère donne à l'enfant qui font en sorte qu'il est moins à risque? C'est peut-être une chose à explorer. L'utilisation d'antibiotiques à un jeune âge. Hein? Donc souvent, là, de plus en plus, les pédiatres, les médecins de famille, ils sont beaucoup plus stricts. Ils ne vont pas donner des antibiotiques pour n'importe quelle infection. Ils vont être un peu plus stricts là-dessus parce que peut-être que ça a un effet sur la flore intestinale. Ça tue pas juste la bactérie qui nous cause une otite. Ça tue toutes les autres bactéries. Alors peut-être que ça change la flore intestinale. Puis on connaît tous quelqu'un qui a pris des antibiotiques, qui a eu mal au ventre ou qui a fait de la diarrhée ou autre chose parce que ça change vraiment sa flore. L'utilisation d'anti-inflammatoires. Les communs là, qu'on voit dans la pharmacie. Bien sûr, on a parlé du stress, on a parlé même des infections à jeune âge. Donc, les infections virales ou autres à un très jeune âge, ça peut être des facteurs de risque. Donc, il y a plusieurs, c'est pas une seule chose, mais il y a beaucoup de ces facteurs-là qui font en sorte que il y a peut-être quelque chose. La cigarette vient définitivement. En fait, la cigarette, c'est quand même assez intéressant parce qu'elle a un effet un peu inverse sur la maladie de Crohn versus la colite ulcéreuse. OK. En fait, les gens qui fument vont avoir une colite ulcéreuse tranquille, tandis que les gens qui fument vont avoir une maladie de Crohn très active et qui va difficile à traiter et ne répond pas très bien au traitement. Et on ne comprend pas pourquoi ça fait ça. Donc, les patients maladie de Crohn, on va leur dire tout le temps d'arrêter de fumer, c'est certain, pour ne pas empirer la maladie. Les gens avec colite ulcéreuse, on ne leur dit pas de continuer à fumer parce que ça va affecter d'autres choses. Oui, c'est ça. Hein, les poumons, le cœur, donc il y a toutes sortes d'autres facteurs. Donc, on leur dit de ne pas le faire, mais pas pour la colite, en fait. Souvent, c'est drôle parce que souvent, les patients vont dire « j'ai arrêté de fumer il y a 3 mois ou 6 mois », quand ils ont déclenché, quand ils ont commencé à avoir les symptômes de leur colite ulcéreuse. Okay. Alors, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et ce n'est pas la nicotine. Ça a été testé. Il y a des gens qui ont reçu des patchs de nicotine pour voir si c'est la nicotine. C'est pas ça, c'est quelque chose dans la fumée. C'est le fait de fumer la cigarette qui fait en sorte que les patients avec colite ulcéreuse répondent à une maladie très inactive, là, vraiment une maladie très légère. Donc, il y a encore là, comme tu vois, il y a beaucoup de facteurs. C'est pas juste une chose, mais il y a une série de facteurs. Et puis, c'est sûr que dans la diète, il y a beaucoup de transformation de la diète. Hein. Donc, les aliments sont très transformés, ultra transformés. Je dis souvent à mes patients, si ça ressemble pas, si l'aliment que tu manges ne ressemble pas à ce qui est à l'état naturel, c'est parce qu'il n'est pas normal. Il est ultra transformé. Mange-le pas comme ça. Un fromage qui tient debout, c'est pas normal, ça. Il y a quelque chose qu'on a ajouté pour que ça a l'air comme ça. Alors, le plus possible naturel, le plus possible à l'état où ce qu'on le trouve, qu'il faut essayer de le manger. Oui, parce que notre corps, dans le fond, si on regarde historiquement, puis vraiment on retourne très, très longtemps en arrière, là, on est fait pour manger des aliments qui pouvaient être cultivés, qui pouvaient être... on parlait d'élevage aussi, par exemple, plus du côté de la viande des animaux et tout ça, mais on n'a jamais été fait pour manger des aliments qui étaient faits en laboratoire non plus. Là. Voilà. Donc, tous les additifs alimentaires, on en parlait, les microparticules de plastique. Souvent, on pense sauver les océans, sauver les poissons. Oui, ça, c'est une très bonne une très bonne raison pour laquelle on devrait limiter l'utilisation du plastique un peu partout, mais au final, c'est qu'on finit par les manger aussi. Certainement. On est aussi à risque de manger d'ingérer autant de microplastiques que d'autres
d'autres espèces dans la planète. Et puis, c'est sûr que, oui, si on regarde historiquement, l'être humain, qu'est-ce qu'il mangeait? Il chassait ou bien cultivait. Oui. C'est les deux choses qu'il faisait. Et puis, mais il n'y avait pas de frigo non plus. Hein? On ne les gardait pas pendant 2-3 semaines. Ils cultivaient, ils les mangeaient à l'instant, puis voilà, c'est comme ça qu'ils mangeaient au jour le jour. Tandis que maintenant, c'est notre style de vie, notre train de vie qui va très vite, il fait en sorte qu'on doit garder les choses pendant 1 semaine ou 2 ou 3, puis on ne sait pas ce processus-là, qu'est-ce qu'il fait à la nourriture elle-même. Ah non, c'est certain. Puis tous les pesticides aussi. Puis, mon Dieu, je me retourne dans mes études universitaires. J'ai fait un papier sur la crise alimentaire mondiale puis l'utilisation justement des pesticides par les grosses firmes comme Monsanto qui développaient des nouvelles en fait, c'est des nouveaux engrais, des nouveaux pesticides qui permettaient d'avoir des légumes qui duraient plus longtemps, puis des pousses qui résistaient à tous les nouveaux insectes qui allaient se pointer, mais au final, les terres devenaient dépendantes de ces produits-là. Donc, si on arrêtait de les utiliser, on ne produisait plus rien. C'est comme un espèce de cycle, mais qui fait qu'au final, on se ramasse avec des produits qu'on mange qui ont beaucoup, beaucoup d'éléments toxiques qui ont été faits en laboratoire qu'on ne devrait pas nécessairement ingérer. Qui ont été ajoutés, définitivement. Moi, je donne toujours en clinique, je donne un exemple à mes patients. Je leur dis, moi, j'aime ça faire mon jardinage l'été. Tu sais, c'est un petit quelque chose que j'aime faire. Puis, je fais pousser des petits concombres. Alors, je leur dis tout le temps, tu sais, quand je coupe mon concombre qui est de taille, de bonne taille l'été, et qu'il est tout frais, je le mets dans le frigo, ça dure à peu près 2-3 jours, pas plus que ça. Alors, je me suis toujours questionné, j'ai dit, comment ça, le concombre que j'achète en épicerie, je ne sais pas d'où ce qui vient, je ne sais pas combien de temps ça a pris pour qu'il arrive ici, je l'achète, je le mets dans le frigo, ça dure 1 semaine ou 2, et que le mien que j'ai coupé, qui était frais de mon jardin, il a duré 2-3 jours. Et c'est là que quand j'ai posé la question, je me suis toujours questionné, j'ai posé la question à des gens qui se connaissent dans ce domaine-là. Et on m'a dit, on ajoute toutes sortes de produits, incluant de la cire. La cire prévient que l'humidité rentre. Et puis, ça fait que ça dure plus longtemps. Alors, c'est pour ça que quand on regarde, souvent on regarde une pomme, là, elle a l'air comme est brillante. Là, on se dit, mon Dieu, est-ce qu'elle est comme ça? Fait qu'il y a toujours des choses qu'on ajoute. Alors, ces choses-là qu'on ajoute, qu'est-ce que ça fait vraiment à notre intestin? Est-ce que ça peut être une cause? Est-ce que ça peut vraiment... On ne sait pas ces choses-là encore. Et c'est pour ça qu'il y a encore beaucoup à explorer. Mais on se questionne, parce que c'est les changements qu'on a fait dans notre façon de manger, dans notre style de vie, dans nos habitudes de vie qui font en sorte qu'il y a peut-être quelque chose qu'on devrait explorer, définitivement. Oui, puis on parlait tantôt justement du fait aussi que, l'Europe de l'Ouest, l'Amérique du Nord, on a été les premiers champions, je vais mettre des gros guillemets ici, de maladies inflammatoires, là, vraiment les premières populations, il y avait beaucoup de cas. Comparativement à la densité de la population. Là, ça commence à se répandre un peu partout, mais ici, si on vient au Canada, le portrait type, par exemple, de la population, est-ce qu'il y a des groupes qui sont plus atteints? Est-ce qu'il y a des groupes d'âge? On en a parlé un petit peu. Est-ce que, je pense que là, je pose la question parce que je connais la réponse, puis je veux vous emmener là, mais est-ce que, par exemple, une famille qui va immigrer au Canada, qui arriverait, par exemple, d'Afrique ou qui arriverait d'Asie, qui n'auraient pas de cas de maladie inflammatoire dans l'intestin dans leur famille, est-ce qu'ils vont toujours rester comme ça, donc sans cas, ou c'est vraiment... est-ce qu'on peut commencer à avoir des cas chez les 2e génération, 3e génération d'immigrants? À quoi ça ressemble présentement le portrait à Montréal? Parce que vous travaillez à Montréal, là, mais au Canada, si vous l'avez aussi. Oui, c'est une question qui est très intéressante. En fait, on a des sous-groupes de patients qui sont très à risque. Okay? Ces gens-là, ils ont une histoire familiale quand même assez positive. Le groupe type, là, ou classique, c'est les Juifs ashkénazes. Okay. Ils ont beaucoup de cas de maladies inflammatoires de l'intestin, et puis depuis très longtemps. Et ça c'est passé de génération en génération. Donc, on voit qu'il y a quelque chose vraiment probablement génétique et peut-être quelque chose dans l'environnement qui fait en sorte que ça perpétue d'une génération à l'autre. Mais ça demeure quand même une proportion plus infime de nos patients qui développent les maladies inflammatoires de l'intestin. La grande majorité, je vous dirais, la grande majorité des patients n'ont pas une histoire familiale, n'ont jamais connu ça. Et ça vient... Et souvent, les parents n'ont jamais entendu parler de cette maladie-là. Surtout les enfants d'immigrants, comme tu disais un peu plus tôt. Donc, c'est des maladies qui n'existent pas dans leur pays. Quand ils viennent ici, puis ils disent, mais c'est quoi ça? J'ai jamais entendu parler. Et c'est particulier parce que si on regarde, par exemple,
d'autres maladies, comme le cancer du côlon. Okay? Oui. Le cancer du côlon, le risque en Amérique du Nord est plus élevé qu'à certains autres endroits dans le monde. Mais les gens qui se déplacent, qui viennent en Amérique du Nord, une fois qu'ils y vivent assez longtemps, le risque va devenir comme celui de l'Amérique du Nord. OK, donc c'est vraiment dans nos habitudes de vie, là. Fait qu'il y a quelque chose qui se développe. Et c'est un peu pareil avec les enfants d'immigrants. Donc, ils viennent ici, puis là, on commence à avoir, oui, beaucoup d'enfants, surtout nés ici, de jeunes, que ce soit des Africains, du Moyen-Orient, de l'Asie, qu'on ne voyait pas autant. Mais on voit en même temps aussi que ça augmente là-bas aussi. Donc, c'est pas que ça augmente pas juste ici, mais ça augmente là-bas aussi, probablement parce qu'il y a un changement dans les habitudes de vie. Une chose que je trouvais hyper intéressante, j'ai une de mes collègues qui est en Inde, qui travaille dans une région quand même assez... où il y a beaucoup de patients maintenant avec maladies inflammatoires. Et elle s'est questionnée. Elle a dit, comment ça? Il y a 20 ans, c'est une gastro-entérologue qui est quand même un peu plus senior que moi, mais il y a 20 ans, je voyais pas de patients avec maladies inflammatoires. Et là, j'en vois beaucoup. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elle a commencé à se poser des questions. Alors, ils ont pris une mobilette, ils ont mis une unité d'endoscopie, donc une scope, des coloscopies, tout ça. Ils sont allés dans des endroits vraiment reculés, l'Inde rurale. OK. Puis ils ont passé d'une maison à maison, demandé aux gens est-ce qu'ils ont des symptômes, des diarrhées, du sang dans les selles, là. Puis ils ont fait des scopies à ces gens-là, dans un endroit, et ils ont découvert beaucoup de maladies inflammatoires de l'intestin qui n'étaient pas diagnostiquées encore. Alors elle s'est dit, bon, ça a joué un peu dans sa tête parce qu'elle dit, mais on se disait, mais c'est surtout urbanisé, c'est les gens qui mangent, peut-être on se demande de la nourriture et tout ça. Donc, et là, elle s'est dit, ben, je vais aller au petit dépanneur du coin, voir qu'est-ce qu'ils vendent. Et voilà, surprise, ils vendent exactement ce qu'ils vendent dans les grosses villes. Toutes sortes d'aliments. Les mêmes aliments qu'on trouve là-bas, ils vont se retrouver même dans les endroits les plus reculés. Alors là, c'est sûr que là, sa théorie est revenue, mais peut-être c'est encore là parce qu'on peut pas... elle voulait isoler cette population-là pour voir si on peut trouver un facteur, mais non, elle n'avait pas. Faire un groupe test avec les gens, justement, qui n'étaient pas dans les grandes villes, mais même là, la mondialisation, c'est partout. Là, ça fait en sorte qu'en fait, ils sont capables... Même les endroits les plus reculés ont le même type d'aliments qu'on mange ici. Alors, ça explique un peu, peut-être, pourquoi qu'on voit cette augmentation-là, parce que c'est rendu omniprésent. C'est la mondialisation, c'est pas juste dans les grandes villes, c'est vraiment partout. Non, puis tu sais qu'on parlait du stress aussi comme élément déclencheur, peut-être pas élément déclencheur, mais facteur qui peuvent augmenter notre probabilité de développer, par exemple, une maladie inflammatoire de l'intestin. Facteur de risque, on peut dire. Là. Le stress, il est généré par différents trucs, mais tu sais, je pense que les médias sociaux, c'en est un bon. Là. Moi, j'ai un rapport amour-haine avec les médias sociaux parce que dans ma vie personnelle, j'haïs ça. J'aime ça parce que ça me donne des nouvelles de mes amis, mais le reste, je trouve que justement, c'est un facteur qui peut amener beaucoup de stress dans la vie. On m'a dit récemment, Instagram, par exemple, me dit toute l'information que je n'ai pas demandé à voir. Tu sais, on apprend énormément de choses dans les Reels et tout, mais est-ce que j'ai besoin de savoir tout ça? Pas nécessairement. Par contre, mon facteur amour, c'est que ça me permet aussi, avec le balado, de rejoindre plus de gens. Donc, l'info qu'on se dit aujourd'hui, ça permet vraiment d'avoir une plus grande portée puis d'aider un peu à répandre justement ces informations-là pour défaire la désinformation. Mais même ces réseaux sociaux-là, si on va dans une région hyper rurale, la Chine, de l'Inde ou peu importe, même ici dans le Grand Nord, au Canada, ils ont des cellulaires, ils ont accès au 5G. Il y a ces facteurs-là aussi que peu importe on est où, maintenant, c'est rendu répandu. Là. Certainement. C'est qu'on n'y échappe pas. Non, c'est certain. Et puis, c'est comme tu disais un peu, je pense que c'est venu trop vite dans nos maisons. C'est venu très rapidement dans nos maisons et dans nos mains. Tout le monde a accès à ça rapidement. Et je pense que il faut faire... Maintenant, ce qu'on est, c'est qu'on a commencé à utiliser un outil dont on ne savait pas comment utiliser. Là, il faut s'éduquer à savoir comment l'utiliser et peut-être comment mettre des balises dans ce genre de... Parce que oui, moi aussi, je les utilise, les médias sociaux, puis je les trouve très intéressants parce que j'apprends des choses. Je peux suivre des gens qui présentent dans des conférences. J'apprends des nouvelles choses. Ça, je trouve ça hyper intéressant et vraiment très utile. Mais il y a beaucoup de choses que ça me dit absolument rien, puis que je me fais pousser. Il y a des algorithmes qui poussent toutes sortes de choses que j'ai rien demandé de tout ça et que des fois, c'est d'une inutilité incroyable. Mais encore là, tout le monde a accès à ça. Et voilà. Ah non, c'est ça qui est intéressant, c'est vraiment que
Puis c'est intéressant aussi de voir aussi qu'avec les vagues migratoires un peu partout à travers le monde, on pense à nous au Canada, mais partout en Europe aussi, partout, il y a des changements de population qui changent de lieu pour plein de raisons, des raisons politiques, des raisons environnementales et tout. Le portrait, j'ai l'impression, tu sais, justement, on dit les situations, le portrait de la population, mais aussi de ce qui peut être particulier à une certaine communauté, va vraiment se déplacer aussi d'une place à l'autre. Tu sais, au début, on parlait justement, est-ce que c'est un facteur familial? Est-ce que c'est héréditaire qu'on le passe de personne en personne? Moi, quand j'ai eu mon diagnostic, on m'a demandé « Ah oui, il y a personne dans ta famille qui a ça? » Puis j'étais comme un cas à part, j'avais l'impression, parce qu'à ce moment-là, la science tendait vraiment à penser que c'était quelque chose de génétique, héréditaire et tout. On n'est plus là aujourd'hui, là. Non, définitivement pas. La majorité des patients n'ont pas une histoire familiale. Okay. La grande majorité des gens. Si j'ai une estimation, là, je dirais probablement moins que 10% des patients ont une histoire familiale. La grande majorité n'ont jamais entendu parler de ça. Mais chez les patients qui ont une histoire dans la famille, leurs enfants sont plus à risque. Et là, on se dit, la question qui se pose, c'est est-ce que parce qu'ils ont le même environnement? Hein, parce que souvent, c'est ça qui arrive. Est-ce qu'ils ont le même environnement? Alors, c'est peut-être à cause de ça qu'ils sont à risque. Est-ce que l'exposition est la même? Est-ce que l'aliment déclencheur est le même? Ouais. Et ça va être difficile à décerner. C'est sûr qu'ils ont la génétique la même. Ils sont descendants, mais qu'est-ce qui fait en sorte que cette personne-là va le développer? Ça demeure à expliquer encore. Puis c'est peut-être trop précis comme question, mais est-ce qu'on sait s'il y a plus de risque de l'avoir chez l'enfant si c'est la mère ou le père qui a une maladie inflammatoire dans l'intestin? Non, je pense que c'est à peu près similaire. Okay. Il y a légèrement un peu plus de risque avec une maladie de Crohn versus une colite ulcéreuse pour que les enfants la développent, mais le risque demeure aussi léger, là. C'est pas, on parle d'à peu près 10 à 15% de risque chez les enfants, donc c'est pas des risques de 50 ou 60%, là. C'est pas des gros risques. Ça demeure quand même. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on revient à la même chose, dire que la grande majorité des patients n'ont pas une histoire familiale. C'est des nouveaux cas types qui commencent à développer ça. Oui, c'est ça. Puis là, mon Dieu, j'ai l'impression qu'on a beaucoup parlé des causes. On en sait peu. Finalement, on en sait pas mal plus que je pensais. Je trouve ça super intéressant. Peut-être qu'est-ce qu'on pourrait passer au deuxième volet qui était les traitements actuels ou en fait, où est-ce qu'on en est présentement dans la manière dont on traite les maladies inflammatoires de l'intestin? Oui, en fait, ça évolue beaucoup dans les dernières années. Et parce que c'est sûr que ça évolue avec les options disponibles de traitement. Il y a à peu près 10-15 ans, on n'avait pas beaucoup d'options de traitement. Alors, quand on n'a pas beaucoup d'options de traitement, on va accepter peu. Hein? Et maintenant, on a beaucoup plus d'options. Alors, on se dit, OK, avec beaucoup plus d'options, je dois m'assurer qu'on peut atteindre les objectifs qui vont faire en sorte que la personne va ne pas développer des complications reliées à la maladie. Alors, moi, de la façon que je discute ça avec mes patients, je leur dis toujours, c'est un contrat qu'on a entre moi et le patient. Je lui ai dit, vous, comme patient, vous voulez vous sentir bien. Vous voulez avoir une qualité de vie qui est le plus normale possible, faire ce que vous voulez, voyager, faire du sport, faire qui vous plaît. Ça, moi aussi, je le veux. Mais je veux aussi m'assurer que votre intérieur est guéri aussi. Et c'est ce qui va faire en sorte qu'on va éviter des problèmes plus tard. Alors, là où ça a évolué avec le temps, c'est qu'il y a à peu près 10-15 ans, quand on n'avait pas beaucoup d'options, on se disait, le patient, il va bien, on se ferme les yeux, on ne va pas regarder ce qu'à l'intérieur ressemble. Et lui, il va bien. Okay? Ouais. On accepte ça. Mais on a réalisé peu à peu que ce n'était pas suffisant. Parce que ces patients-là, souvent, ce qu'il y avait, c'est des rechutes à répétition. Et là, des complications, des fistules, des perforations, des besoins de chirurgie, des hospitalisations et des visites à l'urgence. Alors là, on a dit, bon, c'est pas suffisant. Il faut non seulement que le patient se sente bien, mais il faut que ça soit associé aussi à une guérison de ce qu'on appelle de la muqueuse ou de la paroi de l'intestin. Et puis, entre-temps, on a développé aussi ce qu'on appelle des biomarqueurs. Des biomarqueurs, c'est des marqueurs d'inflammation qui nous disent un peu c'est quoi qui se passe à l'état de la maladie sans vraiment avoir besoin d'un test invasif, un test où ce qu'on doit faire une coloscopie, par exemple, pour aller vérifier. Donc, ça nous aide. Alors, ces deux-là ensemble, la présence de biomarqueurs plus la coloscopie ensemble, c'est comme c'est comme si on a un casse-tête puis on met tout ensemble. Le patient, les biomarqueurs, comment l'endoscopie est, on met tout ça ensemble, puis on dit que le patient qui
qui se sentent bien, que les biomarqueurs se sont normalisés et que l'endoscopie s'est normalisée aussi et s'est cicatrisée. On appelle ça la cicatrisation de la muqueuse. Donc, c'est pas la guérison comme telle, mais la cicatrisation. Si on a tous ces facteurs-là ensemble, mais il y a beaucoup plus de chances que ce patient-là ait pas de complications, ait pas besoin de chirurgie et que développe pas un cancer dans le futur et que la maladie ne revienne pas. Hein? Donc, c'est les choses qu'on a remarquées. Alors, ça a changé un peu vers ça, de plus en plus. Là où ce qu'on travaille maintenant pour le futur, c'est encore plus approfondi, c'est de dire est-ce que l'endoscopie, c'est suffisant ou est-ce qu'il faut aller même un peu plus profondément, c'est-à-dire aller voir au niveau de l'histologie. L'histologie, c'est au niveau microscopique. C'est quand on prend des petits échantillons qu'on appelle des biopsies, là, puis qu'on regarde sous le microscope et on veut voir, en fait, s'il y a encore de l'inflammation qui se perpétue ou pas. Alors ça, c'est un peu la nouvelle, le futur des maladies inflammatoires. C'est beaucoup plus le cas pour la colite ulcéreuse que la maladie de Crohn. La maladie de Crohn n'est pas encore certain. Il y a des études qui se font encore pour voir si, en fait, il faut aller encore plus profondément ou pas. Mais définitivement, pour la colite ulcéreuse, il y a beaucoup de travail là-dessus, donc, dont certains travaux qu'on fait dans notre centre, là, à regarder un peu le rôle que ça prend. Même si qu'on fait l'endoscopie, c'est normal, mais est-ce que l'histologie est normale ou pas? Est-ce que les biopsies montrent encore de l'inflammation ou pas? Ça, c'est la nouvelle frontière, je voudrais, dans la colite ulcéreuse. C'est les résultats qu'on ne voit pas dans les prises de sang ou dans les tests de sel qu'on fait. Voilà, c'est ce qu'on appelle la rémission profonde. OK. C'est encore plus profond que juste superficiel de ce qu'on voit, c'est encore plus profond. Dans la maladie de Crohn, c'est une maladie on appelle transmurale, c'est-à-dire c'est une maladie qui va toucher toute la paroi de l'intestin, qui va faire en sorte que les gens développent des fistules ou des abcès et tout. Là, on est en train de regarder le rôle de ce qu'on appelle la rémission transmurale, c'est-à-dire on veut pas seulement pas regarder les biopsies, mais regarder peut-être à l'imagerie, c'est-à-dire l'échographie abdominale ou au niveau de la résonance magnétique, voir que non seulement la surface qu'on voit, mais l'intérieur aussi est en train de guérir et voir l'effet de tout ça sur un peu les développements de complications à long terme. Et on peut se permettre ce luxe-là parce qu'on a plusieurs options de traitement. Quand on n'avait pas beaucoup d'options de traitement, mais on acceptait le peu. On disait, le patient, il va bien, on va juste se fermer les yeux, puis on avance tranquillement jusqu'à ce que ça va moins bien. On décidera à ce moment-là quoi faire. Mais là, il y a ça. Et puis, je vous dirais, un peu dans le futur, c'est aussi s'assurer que la qualité de vie du patient. Donc, c'est devenu un facteur important. Quand on fait les études maintenant de nouvelles molécules, nouveaux médicaments, la qualité de vie est évaluée. Donc, on regarde un peu, s'assurer que le médicament non seulement améliore les symptômes, l'endoscopie, les biomarqueurs, mais que s'assurer que la personne a une amélioration significative dans sa qualité de vie aussi. Alors, tu sais, on a comme fait pas mal de cheminement de juste regarder les symptômes à être un peu plus ce qu'on appelle des facteurs objectifs, hein, parce qu'une calprotectine ou un biomarqueur, c'est une prise de sang ou un échantillon de sel, on peut voir des chiffres. L'endoscopie aussi, c'est plus objectif. À vraiment quelque chose de plus profond encore, ce qui va être dans les prochaines années un peu ce qui va se développer. Ah non, mais c'est drôle parce que c'est à la fois très ça me rend vraiment optimiste qu'est-ce que vous venez de me dire, parce que moi, j'ai fait partie de la batch, justement, où il n'y avait plus d'options de traitement. Fait qu'on se disait, écoute, si ça va pas si mal que ça, on va continuer là-dessus en attendant. Fait que je trouve ça vraiment le fun de savoir qu'on s'enligne vers un avenir où les patients pourraient justement avoir une belle qualité de vie, mais vivre une vie normale, puis que tous les aspects de la maladie sont pris en considération. Bon, là, je suis un petit peu fâchée aussi parce que ça veut dire qu'en ce moment, moi, je me considère en rémission, mais je suis pas en rémission profonde. On n'est pas encore capable de l'évaluer. Mais en fait, ce qui me fascine, c'est la rapidité avec laquelle on fait ces découvertes-là, parce que je connais des gens, pas beaucoup, mais j'en connais quelques-uns qui ont ça depuis 30, 40, je veux pas insulter quelqu'un, mais 30, 40 ans, disons, je n'irai pas jusqu'à 50, une maladie de Crohn comme ça. Puis j'ai l'impression que dans les dernières années, ça a beaucoup plus avancé rapidement que dans les années qui ont précédé. Est-ce que c'est parce que, justement, on voit une augmentation à l'échelle mondiale, donc il y a plus de recherche qui se fait? Ou c'est vraiment juste parce qu'on a plus de cas peut-être à regarder, où il y a plus de bassins de population différentes?
En fait, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Et c'est tout à fait, ce que tu dis est tout à fait vrai, parce que moi aussi, cette année, ça va faire 12 ans que je suis en pratique. Puis, entre le temps que j'ai commencé ma pratique et aujourd'hui, là, le traitement des maladies inflammatoires est devenu beaucoup plus complexe. Ouais. C'était 1 ou 2 médicaments, c'était facile. Exact. C'était facile pour nous, mais malheureux pour le patient, parce que s'il n'y avait rien, ben, il n'y avait plus rien à faire. Mais maintenant, c'est rendu beaucoup plus compliqué parce qu'on a beaucoup plus d'options. Moi, je suis content parce que j'ai toujours quelque chose d'autre à offrir aux patients, tandis qu'avant, on ne pouvait pas le faire. Mais je te dirais, pourquoi c'est arrivé? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Un, oui, parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui font des recherches, beaucoup plus de gens qui s'intéressent à cette maladie-là. C'était beaucoup tabou. Ouais. Les gens n'en parlaient pas, les gens ne se présentaient pas avec leurs symptômes, alors moins diagnostiqués, ils souffraient en solitude à la maison avec les symptômes et tout le tralala. Alors là, c'est beaucoup plus connu, les gens sont diagnostiqués, il y a beaucoup plus de gens qui s'y intéressent, qui font de la recherche, c'est plus mondial, mais il y a aussi beaucoup d'intérêt du point de vue pharma, parce que les compagnies pharmaceutiques, oui, c'est sûr que ça avance la science, mais à la fin de la journée, ben, eux autres, c'est des business. C'est sûr que s'il y a de l'intérêt, c'est parce qu'il y a des cas. S'il y a des cas, c'est parce qu'il y a de l'intérêt. Alors, ça se marie. Donc, nous, ça nous avantage, tant mieux, parce que ça amène des cas, des nouvelles options pour nos patients. Mais voilà, je pense que c'est à peu près ça. Je pense que, pour moi, une chose qui... maintenant que ça se multiplie, les options, c'est devenu apparent, beaucoup plus apparent qu'auparavant, qu'on a un problème. Et le problème, c'est de pouvoir identifier le bon patient au bon médicament. Ouais. Ça, c'est un gros problème. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la médecine personnalisée. Oui, j'ai entendu parler de ça en oncologie. Voilà. Chirurgie thoracique à l'hôpital général, justement, ils ont commencé à faire ça il y a quelques années. Voilà. Mais c'est quasiment la science du futur, là, dans le sens où... Définitivement. Parce qu'on regarde nos médicaments maintenant, la grande majorité de nos médicaments, grosso modo, 30 à 40% des patients vont répondre au traitement. Donc, on a encore une bonne partie de patients qui ne répondent pas au traitement. Mais si on est capable de savoir c'est qui ce 30%-là, et qu'on lui donne, on donne à ces patients-là, dès le début, à ces 30%-là qui vont répondre, mais je vais avoir 100% de succès. Parce que j'identifie ce qui est ce 30%-là. Maintenant, dans le cancer du sein, par exemple, on identifie des hormones. On est capable d'identifier des facteurs, des récepteurs qui vont faire en sorte qu'on va dire, bon, vous recevez ce médicament-là versus ce chimio-là, parce qu'on a identifié ça. On n'est pas rendu là. Et ça, c'est une autre frontière vraiment pour le futur. C'est d'individualiser pour améliorer les taux de succès. Parce que oui, quand on a 30% de chance, 30 à 40% de chance, disons, que ça fonctionne, quand on a un médicament, mais on a juste 30% de chance. Quand on en a à peu près 5 ou 6, mais à chaque fois on a 30%, c'est sûr qu'il y a des gens qu'on va guérir. Ouais. Mais il y a des gens qui vont passer à travers 1, 2, 3, 4 médicaments avant d'arriver au bon. C'est 2, 3, 4 années de souffrance, peut-être des complications, peut-être une chirurgie. Alors, il y a cet aspect-là. Donc, le futur, vraiment, c'est la médecine personnalisée. Mais en fait, pour avoir été de la génération où, avant d'avoir droit aux médicaments biovivants, là, intraveineux puis intramusculaires, il fallait qu'on prouve à nos compagnies d'assurance qu'on avait essayé tous les autres médicaments avant. Là, on parle de 2, 3, 4 ans de traitement non fructueux. Oui. Déjà, c'est plus le cas. Là, c'est beaucoup plus facile, je pense, d'avoir accès à ces médicaments-là aujourd'hui, heureusement. Oui. Parce que les preuves ont été faites, là, mais de voir justement qu'encore une fois, on pourrait aller encore plus loin pour réduire les temps d'attente puis les essais infructueux. Ça, c'est sûr que c'est de la musique à mes oreilles, là. Ah oui, non, c'est certain. Puis, moi, quand j'ai commencé ma pratique, j'ai eu des patients j'ai eu d'autres collègues qui ont pris leur retraite. Et puis, ces patients-là ont eu 4, 5, 6 chirurgies. Certains ont un grain court, le grêle très court, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables d'avoir assez pour pouvoir se nourrir par eux-mêmes. Ils doivent se nourrir par intraveineuse de façon pour le restant de leur vie. C'est rare qu'on voit ces patients-là aujourd'hui. Oui. C'est beaucoup plus rare. Donc, ça, c'est des patients qu'on voyait il y a 15-20 ans. On les voit beaucoup moins aujourd'hui parce qu'il y a des avancées importantes. Ça, c'est certain. C'est indéniable. Mais il y a encore beaucoup de questionnements. C'est sûr que, moi, j'aimerais ça que le patient arrive puis que je lui dis, OK, sur ta prise de sang ou sur la biopsie que j'ai prise, ça a démontré que toi, tu as tel facteur. Alors, avec ce facteur-là, moi, je te donne ce médicament-là, tu as 95% de chances que ça fonctionne.
écoute, bingo, c'est l'idéal. C'est ce que je verrais peut-être, je ne sais pas à quel moment que ça va arriver, mais peut-être d'ici 5 ans, 10 ans, si on est capable d'arriver à faire ça. Donc, c'est ça la médecine de nos jours. Là. C'est la médecine du futur. Ah, c'est parfait. Puis justement, là, à l'hôpital, je regarde un peu l'heure, on a encore du temps, mais à l'hôpital général de Montréal, en fait, au CUSUM, là, qu'est-ce qui se passe présentement en termes de recherche? Sur quoi est-ce que vous vous concentrez? Là? Je sais que par le passé, il y a eu différentes recherches. Je pense qu'à un certain point, c'était pan-canadien comme recherche au Canada, puis c'était sur l'historique familial, donc des patients qui avaient une maladie inflammatoire de l'intestin, leurs proches, leurs frères, sœurs ou parents même fait répondre à des questionnaires. Ouais. Sur quoi vous travaillez en ce moment? En fait, on travaille sur plusieurs angles, un peu de ce qu'on a discuté. Moi, j'ai un intérêt particulier d'essayer de trouver un peu l'élément déclencheur. Okay. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que je pense que si on est capable de prévenir, comme n'importe quelle maladie, si on peut y prévenir, on n'a pas besoin de passer à travers toutes les étapes de traitement, de réponse, de ce qui peut engendrer. Donc, si on est capable d'y arriver, ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup à cœur. Donc, on travaille là-dessus. J'ai un de mes collègues là, qui est dans un scientifique là, qui dans le département de sciences de la nourriture, donc okay. à l'université. Et lui, il est spécialisé dans tout ce qui est les additifs alimentaires et puis dans les plastiques aussi, dans les nanos ou les microplastiques. Alors ça l'intéresse beaucoup. Fait qu'on est en train de regarder, on a des études où on est en train de regarder un peu si on expose des patients à des tissus. On n'expose pas de patients parce qu'on ne veut pas leur causer la maladie, bien sûr, mais si on expose des tissus, comment que ça réagit? C'est quoi le genre de réponse? Là, on parle vraiment d'aller prendre un tissu humain. Là. Donc, oui, on prend une biopsie chez un patient qui a une maladie inflammatoire ou pas du tout? Les deux. Okay. Donc, on prend les patients qui n'ont pas et d'autres qui en ont. Et puis, on expose ces biopsies-là à toutes sortes d'aliments pour aller voir quel genre de réaction inflammatoire ça va faire. Alors, c'est sûr qu'il y en a des milliers, mais on essaie de faire des échantillons un peu de certaines choses pour voir si on peut y arriver quelque part. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train de faire, c'est en cours présentement. Puis j'espère pouvoir donner des résultats ou des bons résultats. Si on a des bons résultats, au moins des pistes qui pourraient être intéressants pour le futur. Donc ça, c'est un aspect auquel on travaille. On travaille beaucoup sur essayer de bien définir un peu l'objectif, comme je disais, la rémission profonde, donc l'histologie. Donc on a fait une publication l'année passée, en fait, pour aller déterminer, voir est-ce que au-delà de l'endoscopie, est-ce qu'on devrait ajouter l'histologie aussi? Qu'est-ce que ça amène à court terme, à long terme? Donc, c'est des choses qu'on étudie encore beaucoup aujourd'hui, là, et puis on a beaucoup d'études en cours là-dessus. Et puis aussi, on a accès, heureusement, on est un centre de recherche, donc on fait beaucoup de nouvelles molécules. Donc, les patients qui veulent explorer une nouvelle molécule ou qui n'ont pas répondu au traitement donc, c'est les molécules qu'on a aujourd'hui, tous les médicaments qu'on a aujourd'hui, ils ont passé par cette étape-là. C'est une étape très rigoureuse sur des années et des années d'études. Alors, ils ont passé par là. Alors, nous, on les teste au moment, quand ils sont encore en études pour voir un peu l'efficacité chez certains de nos patients, surtout chez ceux qui ne répondent pas bien au traitement. Mais ce qui est parfait parce que c'est une porte supplémentaire, justement, c'est une option supplémentaire pour les patients qui semblent parfois peuvent être découragés. Quand on arrive au bout de 3, 4, 5 traitements puis qu'on se fait dire qu'il n'y en a plus vraiment ou que toutes les molécules qui restent sont des molécules similaires à celles qu'on a déjà essayées, des fois, ça peut devenir un peu décourageant. Fait que le fait d'avoir justement des hôpitaux comme le CUSUM qui peuvent participer à ces recherches-là, ça donne un peu d'espoir aussi à ces patients-là parce qu'on ne sait pas si ça va fonctionner quand on rentre dans un processus d'études comme ça. Moi, j'ai pas pu participer, je m'en souviens. J'ai un Crohn trop complexe. Donc, je répondais jamais. J'avais tout le temps trop de critères, ouais. Dès qu'on était fistulisant avec des atteintes à gauche et à droite, ça fonctionnait plus trop pour justement pas aller fausser les résultats d'études. Là. Mais pour un patient qui a un Crohn ou une colite qui répond justement à ces critères-là, c'est sûr que c'est intéressant. Là. Ah, c'est certain. Et puis, j'ai beaucoup de ces patients-là qu'on a mis dans les études, puis qu'ils ont répondu super bien au traitement et que 4-5 ans plus tard, le traitement est maintenant disponible sur le marché. Et puis eux, ils l'ont eu à peu près 4 ou 5 ans avant tout le monde. Tu sais, ce patient-là, s'il n'aurait pas eu accès à ces médicaments-là, mais peut-être qu'il serait ramassé avec une chirurgie ou serait ramassé avec une complication ou il y aurait... Alors,
ça donne... Le but de faire ça, c'est de donner une option, une chance, une autre option de traitement à nos patients qui auraient tout échoué ou qu'il n'y a pas d'option viable là, qui serait disponible. Oui, puis en tant que patient aussi... j'ai l'impression, j'ai une anecdote qui vient avec ça après, là, mais en tant que patient, quand justement on prend un traitement dans une étude comme ça, puis qu'après ça, des années plus tard, on a permis à d'autres patients d'avoir le même traitement que nous parce qu'on s'est porté volontaire pour l'essayer quand c'était pas encore sur le marché. Il doit y avoir une espèce de petite valorisation aussi de sentir qu'on aide la communauté. J'ai une dame que j'ai rencontrée il y a quelques années. Dans le cadre de mon travail, ça n'avait vraiment aucun lien avec la maladie de Crohn. Puis dans nos discussions, à un moment donné, on a réalisé que les deux, on avait la même maladie. Puis elle me disait que elle faisait partie de l'équipe à l'époque qui avait Humira. Dans les premiers temps d'Humira, elle dit, moi, je suis tombée enceinte, je le savais pas. Mais à l'époque, il n'était pas approuvé du tout pour le traitement chez la femme enceinte. Puis les médecins de l'époque avaient dit, ben pour elle, c'était important de continuer la grossesse. Fait qu'ils ont dit, OK, on va te suivre de près et tout ça. Puis elle dit, ils me l'ont dit à la fin, tu as été notre patient X, là, dans le sens où tu as été la première qui a eu ton enfant, a allaité même sur ce traitement-là. Puis on l'a suivi de près. Puis aujourd'hui, c'est un traitement, si je ne me trompe pas, qui est approuvé pour l'utilisation chez la femme enceinte. Oui. Toujours consulter son médecin. Oui. Mais en général, c'est pas un de ceux... j'en ai déjà eu un moment où on me faisait signer une décharge au début des traitements en disant... On te demande d'utiliser un moyen de contraception parce que si tu tombes enceinte, ça n'a pas encore été testé pour l'utilisation et tout. Tu sais, Humira, c'est plus le cas aujourd'hui pour ça parce que, cette dame-là, justement, elle fait partie des gens qui ont accepté d'être dans les études cliniques et tout pour en permettre la diffusion. Fait que, en même temps, c'est le fun parce que des fois, comme patient, on se sent un petit peu... impuissant. T'sais, on a l'impression qu'on peut pas faire grand-chose. On peut dormir, on peut essayer de bien s'alimenter et tout, mais le fait de pouvoir justement utiliser nos défis puis les étapes qu'on franchit comme tremplin pour les autres. Ah, c'est essentiel. Et écoute, sans mes patients, je peux pas faire de recherche. Hein? Donc, c'est essentiel. Puis, ça leur donne aussi beaucoup de sentiments d'appartenance. Appartenance à notre clinique, à la communauté. Et puis souvent, quand je les revois, ils me disent, puis ça montrait quoi? Les résultats, est-ce que les études que j'ai participé et tout, fait qu'on en discute, on en jase. Puis je pense que c'est essentiel. C'est bon pour améliorer la science, pour avancer la science. Puis et c'est sûr qu'on sent valoriser quand on voit qu'on a aidé d'autres gens aussi. Souvent, quand on va aller à des conférences aussi, tout ça, puis ce qu'on va faire, c'est dans notre clinique, on a un babillard où on va publier ce qu'on a présenté. Donc, ce que la clinique a fait. Comme ça, les gens, ils peuvent voir un peu si on participait à une étude ou l'autre. Mais regardez, c'est ça les résultats. On les a présentés, sont publics, tout le monde peut les voir. Et puis, c'est vraiment du donnant-donnant parce qu'en fait, comme j'ai dit un peu plus tôt, c'est un contrat, mais c'est une équipe. Hein, on est une équipe parce que si on n'est pas d'accord sur les objectifs, on ne peut pas avancer. Il faut qu'on soit d'accord, que ce soit le médecin, l'infirmière qui joue un rôle essentiel, l'infirmière de recherche, la coordinatrice, bien sûr le patient qui est au centre de tout ça. Alors, tout le monde ensemble, on avance, puis c'est comme ça on progresse. Sinon, mais il n'y a aucun moyen de le faire. Non, c'est clair. Puis même, pour les familles aussi, c'est intéressant. Mon chum il participe à une étude, là, je pense qu'il est sur plusieurs années où il faut qu'il vienne donner... C'est sur un échantillon, je pense, d'urine et de sel par année, avec un questionnaire de au moins 82 pages en ligne à répondre. Là. Mais c'est niaiseux, mais pendant des années, ça fait quand même 10 ans qu'on est ensemble. Là. Ouais. Pendant des années, il s'est senti impuissant à me regarder dans mon combat parce qu'avant d'avoir un traitement puis une chirurgie qui m'a aidé, moi, ça a été 12 ans d'instabilité. Là. Ouais. Puis il trouvait ça rough de rien pouvoir faire. Puis quand je lui ai dit, bon, ben là, tu cherches quelque chose à faire pour m'aider, si tu veux, tu peux participer à l'étude. Un vrai scout, là. Il se portait volontaire pour faire n'importe quelle étude, là. Parce que quand on peut contribuer, justement, tu sais, des fois, oui, on dit donner des sous pour la recherche et tout, mais quand on peut aussi contribuer d'une façon avec notre temps ou avec notre implication, ben c'est très valorisant. Ah, c'est certainement. Puis c'est comme j'ai dit, on peut pas, sans ça, on peut pas faire de recherche. Moi, j'ai beaucoup de mes patients, encore, je suis très reconnaissant, qui me disent, je saigne où? Ils disent, est-ce que tu as des nouvelles choses? T'sais, on me demande, est-ce que tu as des nouvelles choses auxquelles je peux participer? Alors ça, c'est sûr que c'est de l'altruisme, là, bien sûr. Là, les gens veulent donner, et non seulement ça, mais c'est pour améliorer la qualité de vie de tout le monde. Puis si on est capable de mieux comprendre, c'est un peu niaiseux, mais souvent, il y a des grandes découvertes qu'on a faites
avec des choses, peu de moyens. On n'a pas, ça n'a pas pris de grosses recherches ou quoi que ce soit pour découvrir une petite chose. Et puis, des fois, c'est comme ça. C'est une circonstance, c'est des circonstances des fois de chance, mais aussi de mettre les choses ensemble et mettre les gens ensemble. Oui. Pour arriver à découvrir des types et à faire des percées. Et c'est là qu'on en est présentement. Puis je suis très choyé dans mon rôle au CUSUM, mais je préside aussi le Consortium canadien de maladies inflammatoires de l'intestin. Donc, c'est un consortium de recherche pan-canadien avec des centres partout au Canada, ce qui nous ouvre des portes aussi, non seulement à des recherches ici au CUSUM, mais c'est des recherches partout au Canada. Donc, tous les centres, souvent maintenant, c'est rare les recherches qui se font uniquement un centre. Donc, c'est multicentrique pour avoir plus de monde le plus rapidement possible pour avoir des résultats. Et on est toujours dans ce consortium, dans ce réseau de recherche qu'on fait. Donc, ça amène aussi des nouveautés. On est toujours à l'avant-garde et puis voilà. Donc, je pense que c'est comme ça qu'on avance. Ah, mais c'est parfait. On a vraiment tous les ingrédients en main pour aller avoir encore plus d'options pour les patients, essayer peut-être un jour d'avoir des traitements, peut-être un jour, non. D'ici 5 ans, on va donner ça comme objectif à votre équipe. D'ici 5 ans, des traitements personnalisés pour les patients. On peut vous donner 10 si jamais vous avez des pistes plus intéressantes. Là. Mais après ça, honnêtement, moi, on dirait qu'aujourd'hui, l'épisode me donne beaucoup d'espoir. Des fois, dans les épisodes, on est plus dans les histoires un peu difficiles où on essaie de parler de résilience et tout. Mais aujourd'hui, on dirait que je suis avec plein de questions. On n'a pas toutes les réponses. On en a pas mal plus que je pensais. Je pense qu'on va terminer là-dessus. C'est tout pour aujourd'hui. Merci énormément, Dr. Bessisso. Vous m'avez appris énormément de choses aujourd'hui. Puis je suis sûre que les gens qui nous écoutent aussi en ont appris beaucoup. Oh, merci à vous, c'est un grand plaisir. Puis écoutez, sans les patients, on peut pas faire ça. Fait que on compte sur vous aussi. Non, mais c'est génial. Merci beaucoup. Merci à vous. Si vous aimez le contenu qui est proposé par le balado Deuxième Porte à gauche et que vous voulez soutenir cette initiative-là pour les patients, par les patients, je vous invite à faire un don via la plateforme Buy Me a Coffee. C'est une plateforme qui permet de faire un don ponctuel du montant de votre choix par tranche de 5 $. Donc, vous pouvez donner un 5 $ de don, 10, 30, 50, vraiment le montant de votre choix. Puis ça nous permet à ce moment-là de payer pour les frais de studio, puis éventuellement de couvrir d'autres frais qui sont annexés à la production de ce balado-là, qui me fait plaisir de produire, mais qui demande aussi beaucoup de ressources et de temps. Donc, c'est la plateforme Buy Me a Coffee. Vous pouvez faire une / Deuxième Porte à gauche ou encore aller sur la plateforme Buy Me a Coffee, comme dans Achète-moi un café, et rechercher le balado.